Bonsoir à tous. Permettez-moi d'abord de remercier le Laboratoire d'Histoire et de Patrimoine de Montréal, en personne de sa directrice, Madame Borges, pour l'invitation, et surtout le professeur Paul-André Linteau, avec qui j'échange depuis l'année dernière, depuis que j'ai découvert qu'il parlait dans son livre de ces fameuses Guadeloupéennes dont je vais vous parler, et dont les livres m'ont beaucoup servi aussi pour contextualiser l'arrivée de ces domestiques au Québec, mais plus particulièrement à Montréal. Et je profite aussi de la présence de mon amie Sylvie, puisque c'est elle qui m'héberge à Montréal, pour la remercier d'abord d'être là, mais aussi pour la logistique, parce que c'est toujours très important quand on part à l'étranger. Donc merci Sylvie. Voilà. Donc pour commencer, je vais d'abord vous expliquer comment je suis arrivée à travailler sur ces domestiques guadeloupéennes. Donc j'ai fait une thèse comparative sur les Portoricains aux États-Unis et les Antillais en France sur la période des années 1960-1970. En fait, je m'intéresse aux politiques migratoires et notamment dans le cadre des Antilles, il y a la création du BUMIDOM, qui est le Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer, qui est un organisme qui a été créé par l'État français pour faire venir massivement les Martiniquais, les Guadeloupéens, mais aussi les Guyanais et les Réunionnais en France entre 1963 et 1981. Donc j'avais travaillé sur cette période-là. Et dans quelques documents que j'avais trouvé la présence d'Antillais avant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait l'image que c'était beaucoup les élites. Sauf que moi, j'avais retrouvé quelques ouvriers, notamment des ouvriers de la canne, qui étaient partis clandestinement à Paris. Donc je m'étais posé la question, en fait, entre guillemets, des classes populaires. Et c'est le hasard et le travail de l'historien. Un jour, dans un carton d'archives que j'ai, il y avait plusieurs piles, donc j'avais du temps, j'ai commencé à regarder. Et vraiment par hasard, je suis tombée sur un fond où on parlait de domestiques antillaises. Et comme je m'intéressais, j'avais un nouveau projet de recherche à faire par rapport à ma carrière universitaire, j'ai commencé à m'intéresser à cette migration de domestiques. Et en travaillant sur ça, j'ai découvert en fait l'importance d'une femme qui s'appelait Camille Balofi, qui est originaire de Clermont-Ferrand, donc c'est dans le centre de la France. Et cette femme, elle est importante parce que d'abord, c'est une féministe. C'est la première avocate au barreau de Clermont-Ferrand. Elle faisait partie de l'Union française pour le suffrage des femmes, donc elle militait pour le droit de vote des femmes. Elle avait créé un journal, elle était la directrice, donc en 1922, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel en France. Et cette femme a décidé, donc, par rapport à la question des femmes en général, de répondre à la demande de la bourgeoisie de Clermont-Ferrand qui posait la question de la pénurie de domestiques. Et elle a décidé de créer une association qui s'appelait l'Œuvre des serviteurs coloniaux, avec l'idée de recruter, puisqu'on manque de domestiques en France, où est-ce qu'on peut les faire venir ? Il y a les étrangères, il y avait déjà des Polonaises, il y avait des Italiennes, et elle dit qu'il faut recruter dans les colonies. Donc elle va faire monter son association, mais finalement l'association n'a recruté uniquement qu'en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est comme ça donc, que j'ai commencé à regarder sur les domestiques en France. Alors comment elle procédait ? Les employeurs payaient le passage de ces femmes pour être domestiques et elles devaient travailler pendant un certain nombre d'années pour rembourser le passage. Sans rentrer dans les détails, en fait ça s'est très mal passé et il y a eu une enquête de police et elle a été auditionnée. Et donc on lui demande pourquoi elle a monté cette association, comment elle a mis en place le fait d'avoir des employeurs qui paient le passage. Et elle dit en fait qu'il y a eu un précédent, et ce précédent, c'est ces domestiques guadeloupéennes au Canada. Et donc c'est comme ça que je suis allée regarder, moi qui n'étais pas du tout spécialiste du Canada, désolée de le dire, qui m'intéressait très très peu à votre pays, c'est comme ça que je suis allée regarder qu'est-ce qui s'est passé avec ces domestiques guadeloupéennes au Canada. Et donc j'ai commencé à chercher donc sur les années 1910-1911, mais donc le volet canadien, c'est dans un grand projet que j'ai sur les domestiques antillaises et en fait sur les domestiques coloniales. Pourquoi à un moment on choisit des domestiques coloniales, qu'est-ce qu'elles ont de particulier et pourquoi principalement la Martinique et la Guadeloupe ? Et en fait c'est assez, je dis humblement, novateur parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de travaux sur les domestiques dans les colonies. On a des travaux plus sur les domestiques qui étaient dans des maisons par exemple en Algérie, mais pas beaucoup sur celles qui venaient dans la métropole coloniale. Donc moi, je travaille sur celles qui venaient dans la métropole coloniale, et avec la particularité de montrer qu'est-ce qu'il y a, pourquoi l'intérêt pour ces domestiques
de la Martinique et de la Guadeloupe? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Pourquoi on va les chercher, elles? Et c'est la question dans le fil conducteur que je me pose évidemment pour ici. Donc ce que je vous présente évidemment n'est pas encore abouti, particulièrement parce que, c'est une recherche en cours, mais j'étais tributaire des ressources que j'avais. Donc en Martinique, on n'avait pas beaucoup de choses déjà sur le Canada, et donc j'avais beaucoup travaillé sur ce qui est disponible en ligne, sur le site Banque, là, le fameux site Banque. Et donc c'est vraiment ici, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis ici, où j'ai déjà vraiment fait un travail d'archives. Alors je mesure l'ampleur de la tâche qu'il me reste à faire, mais au moins voilà, ça a conforté quand même les hypothèses que j'avais. Et à propos de ça, j'espère que ça va marcher. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique, j'étais un petit peu surprise parce que je pensais que ça avait déjà été travaillé. En fait, je pensais me servir d'ouvrage, m'appuyer sur ça, et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas eu d'études majeures en fait, sur ces domestiques. Il y a en fait 2 articles, et particulièrement l'article d'Agnès Calix dont je vais reparler, qui traite de ces domestiques dans un volet. Donc ce sont des articles qui parlent plus des Noirs en général et qui incluent en fait ces domestiques, mais il n'y a pas, ça a été confirmé par le professeur avec qui j'échange, il n'y a pas d'études, de travaux majeurs qui ont été faits sur ces domestiques. Or, il s'avère que par rapport à ce que j'ai trouvé, que leur mouvement, alors il n'est pas important en termes de chiffres, je reviendrai là-dessus, mais il a laissé dans l'histoire de la politique migratoire un impact important. Il a eu des conséquences en fait dans la politique migratoire à l'encontre des gens en provenance de la Caraïbe. Donc l'article d'Agnès Calix, il est vraiment important parce que ce qu'elle dit, alors c'est un article vraiment exceptionnel, mais elle a des conclusions qui ont, pour moi, induit en erreur la suite, parce que tout le monde reprend son article, et elle dit quelque chose sur lequel je vais parler, qui est la question du domestic shame. Elle dit en fait que ces Guadeloupéennes qui arrivent en 1910-1911, c'est le premier domestic shame au Canada. Et ça, moi, je suis pas, alors je vais pas dire contre, mais je discute cette idée-là, parce qu'il me semble qu'elle a, entre guillemets, raté quelque chose, c'est le fait que la Guadeloupe est une colonie française et que ses domestiques sont françaises. Et ça, c'est un élément très important dans ce qui va leur arriver, en fait. Elles sont noires, certes, elle a beaucoup travaillé, en fait, sur les questions de race and gender. Elles sont noires, oui, mais il n'y a pas que ça. Elles sont noires, mais françaises. Et ça, c'est une condition très importante, finalement, dans ce qui va leur arriver au Canada, mais particulièrement au Québec, dans la partie française du Canada. Donc ça, c'est ce dont je vais parler après. Donc une des questions que je me suis posée par rapport à ces articles que j'avais lus, c'est pourquoi recruter des Guadeloupéennes? Pour moi, c'est pas une évidence qu'elles soient là. Ça n'a pas été une évidence qu'elles soient là, parce que j'en ai reparlé avec le professeur Linteau tout à l'heure. Il y a une immigration francophone. Il y a une immigration qui vient de France, il y a une immigration qui vient de Belgique, apparemment de Suisse, ça je ne connaissais pas. Donc il y a des femmes qui pourraient être domestiques sur place. Donc pourquoi on va les chercher elles? Pourquoi spécifiquement ces domestiques guadeloupéennes? Alors pour le moment, je n'ai retrouvé que des Guadeloupéennes. Il n'y a pas de Martiniquais, c'est uniquement des Guadeloupéennes. Et ça l'est d'autant plus que, alors ça c'est un aspect qui n'a pas été travaillé par Agnès Calix, que moi je me suis posé la question. La Guadeloupe est une colonie. C'est une colonie française qui n'a rien à voir avec le Canada, rien à voir avec les Antilles, les colonies anglophones de l'époque. Donc comment elles font pour aller au Canada? Et en posant la question comment elles font pour aller au Canada, on se rend compte véritablement que c'est pas une évidence qu'elles soient là, parce que c'est un moment où, au contraire, on limite l'entrée des étrangers. Il y a à la fois le Canada ouvert et en même temps tout le monde n'entre pas au Canada. Et on limite surtout, et j'aurai l'occasion de revenir sur ça, l'entrée des Noirs en général, ou des Créoles. On a plusieurs termes comme ça dans les archives, Noirs, Créoles. Donc c'est pas une évidence qu'elles soient là. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'elles représentent? Alors j'ai pas encore abouti toute ma réflexion sur ça. Qu'est-ce qu'elles représentent sur le marché du travail des domestiques? Alors, on parle de crise. Quand on dit une crise, est-ce que c'est une crise du nombre? Alors, de ce que j'ai lu, alors j'ai pas encore tout lu évidemment, de ce que j'ai compris, on n'a jamais eu véritablement de domestique pour chaque personne, chaque famille qui demandait de domestique. Depuis le départ, en fait, on recherche, depuis ce que j'ai lu, depuis l'histoire du Canada, même avant la Confédération, on recherche des domestiques. Donc, en fait, il y a
la demande dépasse toujours le nombre de personnes disponibles sur le marché. Donc la notion de crise, je me suis dit, peut-être qu'il ne faut pas regarder la question du chiffre, mais qu'est-ce qu'on cherche comme genre de domestique. Et là, ce que j'ai découvert dans les archives, et donc là j'ai commencé un travail de dépouillement de la presse, sur la presse. Il me semble, et j'avais vu ça pour les Antilles, ces Antillaises qui viennent pendant l'entre-deux-guerres en France, donc c'est à vérifier quand même pour cette partie-là. Peut-être qu'on a une profession qui est en train de se structurer et on recherche, et là la question du vocabulaire, je crois que je l'ai mis, je vais revenir sur ça. Voilà, oui, je me pose la question du vocabulaire, notamment quand vous faites une étude comparative, et je le vis déjà un petit peu là en étant cette semaine en France. Je disais au professeur, on m'a demandé, avez-vous fait la réquisition? Moi en français, la réquisition, ça me disait rien, et c'est le formulaire. Donc la question du vocabulaire est importante dans les études comparatives. Parce que quand je suis allée aux archives, j'ai tapé domestique, et domestique, ça vous donne l'architecture, les animaux, mais pas l'employé de maison. Et en fait, ici, d'après ce que j'ai vu, on utilise plus le terme servante, servante générale ou servante. Donc déjà, parmi les réflexions que je devrais avoir, quel mot je vais utiliser pour que ce soit vraiment représentatif. Et mon hypothèse, moi, est de montrer que ces femmes qui viennent, elles cassent en fait le marché du travail parce qu'elles sont ce qu'on appelle en France des bonnes à tout faire. Quand j'ai regardé, donc j'ai commencé à dépouiller un peu les petites annonces. Alors je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais en tout cas pour la période où elles viennent, les annonces recherchent des servantes avec des critères de plus en plus précis. On recherche par exemple une servante générale, pas de lavage, ou encore une servante qui sache faire la cuisine. Or, elles, on les recrute pour tout faire. Elles doivent à la fois garder les enfants, repasser, faire la cuisine. Donc, elles vont apparaître comme des personnes plus flexibles, que l'on paye moins, évidemment, je reviendrai sur ça. Donc je pense, alors ça c'est évidemment je manque encore de lecture, qu'au fur et à mesure, ces femmes qui sont arrivées comme domestiques, donc les femmes qui viennent d'Angleterre, d'Irlande, elles sont déjà là depuis 20 ans, 30 ans, donc elles ont, comment dirais-je, elles peuvent demander plus en termes de rémunération, elles ont plus d'exigences. Voilà. Elles peuvent avoir plus d'exigences que ces domestiques qui viennent d'arriver de la Guadeloupe, qui n'ont pas les moyens de faire valoir leurs prétentions à un travail pour dire non, je veux gagner 10 $ au lieu de 5 $ par exemple. Donc ça, c'est une hypothèse sur laquelle je travaille et qui expliquerait aussi la question, donc pourquoi ces domestiques, elles sont très flexibles, on les paye beaucoup moins. Donc je reviendrai sur ça, mais en moyenne, elles sont payées 5 $, là où les domestiques européennes sont payées 15 $. Donc c'est une main-d'œuvre flexible. Pour retourner en arrière, je crois que non. Alors je reviens aussi sur pourquoi c'était pas une évidence pour moi qu'elle soit là. Le contexte est important, et notamment la législation en vigueur à ce moment-là au Canada. En fait, si on applique les textes, elle n'aurait jamais dû venir de la Guadeloupe au Canada. Pourquoi? Il y a deux textes importants, qui est l'acte d'immigration 1908 et l'acte d'immigration 1910, où il y a des Order in Council, où il y a deux choses qui sont importantes. Il spécifie que pour entrer au Canada, il faut faire un voyage direct du pays d'origine jusqu'au Canada. Il faut avoir acheté le billet dans le pays d'origine. Et le deuxième élément, c'est le montant que vous devez avoir pour entrer au Canada, qui est différent selon la nationalité. Donc elles sont françaises, donc la Guadeloupe est une colonie de la France, mais avec l'abolition de l'esclavage en 1848, les esclaves obtiennent la citoyenneté française. Donc à partir de 1848, elles sont françaises. Et en tant que françaises, elles doivent avoir 25 $ quand elles arrivent au Canada. Or, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on voit? Il n'y a pas de liaison maritime directe de la Guadeloupe au Canada. Donc rien que cet élément-là, elles ne pourraient pas rentrer au Canada. Ensuite, elles n'ont pas le montant requis quand elles arrivent à la frontière. Donc ça, c'est un élément qui me repose la question, mais pourquoi elles? C'est-à-dire que comment finalement elles rentrent? Et je me suis aperçue, donc il y a, donc ce sont des Canadiens français
qui mettent en place toute une organisation pour les faire venir, et ils utilisent certains comment je dirais ça, le pouvoir qu'ils ont. Alors, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup appartiennent au Parti libéral. Il y en a un, donc Jacques Bureau, qui est proche de Wilfrid Laurier, et il va demander à ce qu'on laisse passer ces Guadeloupéennes. Donc, il écrit d'abord au département de l'immigration, donc à une personne qui est importante, sur laquelle je reviendrai aussi, William D. Scott, qui va demander donc, comment elles font pour venir. Elles font Guadeloupe, New York, elles s'arrêtent au port d'Ellis Island, et à Ellis Island, à New York, elles prennent le train pour arriver à Montréal. Et donc, il y a les photos que l'on voit sur Internet, on voit beaucoup de photos où on les voit en fait à Ellis Island, notamment la photo qui est sur le poster, j'en montrerai. Les gens pensent qu'elles sont aux États-Unis. En fait, elles sont en transit. Elles arrivent, et le lendemain, une fois qu'on a vu qu'elles n'ont pas de maladie, ce qui se passe à Ellis Island, donc on pose des questions, elles n'ont pas de maladie, etc. Elles partent en fait à Montréal. Donc elles viennent en train. Donc ce que j'ai vu dans les archives, c'est qu'il y a la mise en place donc, de personnes qui sont proches du gouvernement, qui vont utiliser leurs relations pour demander à ce qu'à la frontière, on les laisse passer. Elles n'ont pas de billet direct, donc les employeurs ont avancé leur passage. Donc le billet a été pris ici, il n'a pas été pris en Guadeloupe. Elles n'ont pas d'argent, mais les employeurs disent qu'ils s'engagent à les employer, et donc elles n'ont pas de cash avec elles, mais elles ne seront pas une charge publique, parce qu'immédiatement, quand elles arrivent à Montréal, elles vont être employées. Et donc, ça ne dépend pas que du Canada. Et c'est là où c'est intéressant, je n'ai pas fini ce volet-là. Il y a toute une correspondance avec le port à Ellis Island. Il y a l'agent du Canada qui est à Ellis Island, qui reçoit les instructions depuis Ottawa et qui demande, une fois qu'elles ont passé l'espèce de petite frontière à Ellis Island, qui dit voilà, il dit aux agents sur place, parce qu'il y a aussi un contrôle dans le train, laissez-les passer. Les 4-5, donc il y a une liste qui est envoyée avant, on dit il y a 20 Guadeloupéennes, 50 qui doivent arriver, il faut les laisser, sauf évidemment maladie, là elle ne peut rien faire, donc c'est intéressant parce qu'il y en a qui arrivent à Ellis Island, il y en a 2-3 qu'on renvoie en Guadeloupe parce qu'elles sont atteintes de maladie, il y en a 2-3 qui vont dans un hôpital le temps d'être soignées et après qui partent au Canada. Donc elles ne viennent pas directement en fait au Canada. Et donc, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a j'ai vu une seule étude pour le moment sur le rôle des agents, le rôle des fonctionnaires, comment ils appliquent la loi. En fait, s'ils avaient appliqué la loi telle qu'elle, elle ne serait pas rentrée. Et donc, c'est au bon vouloir aussi des agents sur place. Il y en a un qui s'est fait réprimander parce qu'il en a déporté une, justement, et on lui dit non, elles font partie de ces Guadeloupéennes que Jacques Bureau a demandé pour Trois-Rivières, donc il faut les laisser passer. Donc ça, c'est ce qu'on voit en croisant les archives. Un autre élément sur lequel je reviendrai, pourquoi ce n'est pas une évidence, il y a aussi à ce moment-là une législation qui restreint l'entrée des Noirs, des Asiatiques et des Noirs sur le territoire canadien. On a en fait le grand pic de l'immigration, c'est 1911. Le début du XXe, il y a une ouverture du Canada à l'immigration étrangère, mais c'est une immigration en fait choisie. On catégorise les Européens qui peuvent rentrer. C'est le montant, justement, le montant de l'argent qu'on demande, que l'on voit. Ceux qui doivent payer le plus cher, ce sont les Asiatiques. Et en fait, il y a une fermeture de l'immigration aux Japonais, Chinois et aux Noirs. On essaie de freiner l'immigration des Noirs en général, et en fait, elles vont être incluses dedans. Donc la question du vocabulaire. Alors justement, cette question de l'évidence ou pas pose la question donc de ce qui est présenté dans les livres actuellement au Canada qui a été repris, qui est la question en fait du domestic shame. Et ça vient véritablement du travail d'Alex Calix, qui est vraiment un travail intéressant, mais qui pour moi pose la question, alors c'est peut-être une question de discipline, j'ai vu qu'elle est décédée il n'y a pas très longtemps, elle était sociologue, je suis historienne, donc elle a peut-être, pour moi elle a calqué quelque chose d'une représentation des Antillais aujourd'hui aux Antillais au début du siècle.
C'est intéressant, je remercie Emeline qui est là. Hier, j'étais à UDEM et il y a une exposition dans un des couloirs de UDEM, je ne sais pas comment retrouver, sur justement les aides domicile, les domestiques qui sont rentrés au Canada. Et ils reprennent en fait cette idée, vous voyez, de First Caribbean Domestic Shem en 1910-1911. Donc c'est repris à chaque fois. L'idée que ces Guadeloupéennes qui arrivent en 1910-1911 constituent le premier Domestic Shem. Non, c'est pas là. Voilà. Et ça, je le discute parce que qu'est-ce qu'un Domestic Shem ? En fait, je suis allée voir mes collègues au département d'anglais à l'université pour leur dire « Mais comment vous traduisez ça, Domestic Shem ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc, dans Domestic Shem, il y a l'idée de programme, de recrutement, mais quand on regarde le Domestic Shem de 1955-1966, c'est un programme où c'est l'État canadien qui a fait un accord avec, alors elles n'étaient pas encore toutes indépendantes, mais le gouvernement de la Barbade, de la Jamaïque, de Trinidad, pour faire venir par quota, chaque année, des femmes pour être recrutées comme domestiques et ensuite certaines comme infirmières. Après, il y a eu 2 volets dans le programme. Or, c'est là où Agnès Calix a fait une erreur, parce que la Guadeloupe n'est pas un État. La Guadeloupe, c'est une colonie. Et en fait, en 1910-1911, il n'y a pas eu d'accord entre le gouvernement canadien et un gouvernement qui aurait été en Guadeloupe pour recruter les domestiques. En fait, c'est un recrutement privé. C'est là où elle a commis, pour moi, une erreur importante. La Guadeloupe est une colonie de la Martinique. Sur place, vous avez le représentant de l'État qui est le gouverneur. Mais les ordres viennent de Paris. Et en plus, pour sortir des colonies, il faut demander l'autorisation du gouverneur. Donc, ce n'est pas le First Domestic Shem. Oui, il y a un recrutement domestique, mais qui n'est pas fait par l'État canadien. En fait, l'État canadien va se retrouver confronté à des Canadiens français qui veulent avoir des domestiques. Au départ, il va les autoriser à les laisser rentrer donc, dans les conditions que je vous ai décrites, mais ce n'est pas l'État canadien qui recrute personnellement, qui met en place un programme pour aller chercher ces domestiques guadeloupéennes. Et donc c'est une erreur de le présenter comme le First Domestic Shem. Le First Domestic Shem, il arrive en 1955. C'est ça, c'est pas un programme d'État, c'est un recrutement privé. Et ce recrutement privé, il a été fait, donc il a été mis en place par un homme qui s'appelle Authier, John-Misaël Authier. Pourquoi il met en place ce recrutement ? Alors c'est un peu ce que je constitue dans ce travail, c'est aussi faire les trajectoires des gens, parce que finalement c'est très important. Il fait partie donc de Canadiens français qui sont partis, qui ont émigré aux États-Unis, donc qui sont nés au Canada. Je recherche sa feuille. Il est né à Saint-Charles. Voilà, donc il est né à Saint-Charles, mais sa famille est originaire de Saint-Hilaire, donc une ville qui n'est pas très loin d'ici. Il a émigré aux États-Unis. Il en a d'ailleurs pris la nationalité, mais il a toujours valorisé le côté français. Il a créé notamment plusieurs journaux, dont un qui s'appelait La Patrie Nouvelle, L'Espérance. Il a habité dans l'État de Rhode Island. Donc il a toujours valorisé son côté français. Et pourquoi, donc comment il est lié à ces Guadeloupéennes ? C'est parce qu'il va être nommé consul américain en Guadeloupe. Donc il va être le consul américain en Guadeloupe il part en 1908, voilà, le 10 juin 1908. Donc entre 1908 et 1909, il est consul américain en Guadeloupe. Et au moment de sa retraite, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne repart pas aux États-Unis, il repart s'installer au Canada, à Saint-Hilaire, où sa famille avait des biens très importants. Et il repart avec sa domestique guadeloupéenne. Et quand il arrive, il dit « Je me suis installé sur ma propriété à Saint-Hilaire-Village, aux environs de Montréal, et ma femme a une bonne créole, Luce Saintac, qui par sa moralité, sa propreté, son activité, fait l'admiration des amis qui viennent chez moi. » Et en fait, ce sont ces amis de la petite bourgeoisie de Saint-Hilaire qui lui disent « Mais voilà, nous, on n'arrive pas à trouver de domestique. Est-ce qu'il en existe comme la tienne ? Est-ce que tu pourrais nous en ramener ?» Et c'est ce qu'il va faire. Donc c'est lui qui met en place un recrutement privé. Il fait plusieurs voyages, 2 voyages en Guadeloupe essentiellement. Après, il va nommer quelqu'un. Il part en Guadeloupe
il recrute des Guadeloupéennes et il les ramène en fait au Canada. Donc ça n'a rien à voir avec un domestic shame où c'est l'État. Il met l'État face à quelque chose, mais c'est lui véritablement. Et c'est là où j'ai repensé à Camille Balofi. Donc comment se passe le recrutement ? Donc il y a une liste d'employeurs. Donc c'est essentiellement, donc on en a parlé, donc la petite bourgeoisie. Donc que des Canadiens français. Pour le moment, je n'en ai trouvé que 2 à Ottawa. Alors ça peut dire qu'il n'y a pas de Canadiens français dans d'autres provinces, mais elles sont essentiellement dans la province du Québec et particulièrement à Montréal. Donc petite bourgeoisie, ce sont des notaires, des médecins, des avocats. J'ai retrouvé aussi un propriétaire, épicerie en gros, un propriétaire d'un magasin. Donc ils avancent le passage. Donc ils payent le passage et elles ont un contrat de 2 ans ici pour rembourser en fait le passage. Donc il va les chercher. C'est important parce que il leur permet aussi de passer cette frontière, puisqu'il est là pour expliquer pourquoi elles peuvent entrer sans avoir le montant requis. Parce que quand on arrive à Ellis Island, il faut $50. Elles n'ont ni les $50 pour les États-Unis, ni les $25 pour le Canada. Donc il est là pour expliquer, pour montrer, avoir la preuve qu'elles sont recrutées. Et dans la liste des passagers, donc j'ai travaillé sur les listes des passagers, on a leur nom. Alors pas souvent la date de naissance, mais quelquefois l'année, l'origine de la Guadeloupe, et on a le nom de l'employeur pour avoir la preuve de quand elles arrivent au Canada, parce qu'en fait, la grande crainte, que ce soit à Ellis Island ou au Canada, c'est qu'elles deviennent une charge publique. Donc on a l'adresse, le nom des employeurs, où elles vont aller, dans quelle ville elles vont aller. Donc c'est un recrutement privé qui se fait donc à un moment, et c'est ça qui est intéressant aussi, il faudra encore évidemment que je travaille sur ça. Pourquoi un moment où, d'une façon générale, on ne veut pas de Noirs au Canada? Pourquoi cette petite bourgeoisie qui pourrait avoir... Alors, on a vu finalement, en parlant avec le professeur Linteau, qu'il n'y a peut-être pas tant de Françaises, tant de domestiques françaises, mais pourquoi ce recrutement de Noirs aussi? Pourquoi Alors, il y a 2 choses. C'est important, elle parle français, même si je mets des nuances, parce que le créole est plus usité à ce moment-là, et surtout dans celle que j'ai retrouvée. Donc j'ai commencé aussi à faire un travail, évidemment, sur le départ, d'où elles viennent en Guadeloupe. Donc la Guadeloupe est un archipel. Beaucoup viennent de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre. Donc Basse-Terre, c'est là où il y a la résidence du gouverneur, tout ce qui est l'administration. Mais elles viennent pas on est quelques années après l'abolition de l'esclavage, donc beaucoup... Le premier niveau, c'est le certificat d'études en France. Elles n'ont pas ce niveau-là. Donc, elles parlent français, mais ce n'est pas non plus un français châtié, usité, comme on peut l'imaginer. Mais il y a un élément important à la demande des Canadiens français. Et donc, le professeur Linteau me disait que c'était vraiment très important dans cette société canadienne, c'est qu'elle soit catholique. Ça, c'est une demande incontournable. Il faut qu'elle soit catholique. Et dans les lettres que j'ai trouvées, on demande à ce qu'elle soit dévote, bonne croyante. Voilà, donc ça c'est un élément très important que j'avais pas vraiment, j'aurais peut-être sous-estimé dans ma première approche, mais c'est une condition sine qua non, qu'elle soit catholique. Donc il va les chercher, et c'est intéressant parce que alors c'est un travail aussi qui n'est pas facile, parce que il y a, y compris sur les recensements actuels, des fautes d'orthographe. Parce qu'entre le nom en Guadeloupe, quand elles arrivent à Ellis Island avec la francisation, l'anglais, donc le nom change, y compris après quand elles arrivent au Canada. Et par exemple, la première bonne qui s'appelle Saint-Tac, on la trouve sur le nom de Santac ici. Mais c'est la même personne. Donc ce travail-là me demande évidemment du temps pour vérifier que ce soit les bonnes personnes. Et aussi, il y a des erreurs sur les années de naissance. Mais voilà, donc ça, il y a tout un travail de généalogie en fait que je suis en train de faire, qui prend du temps. Alors, est-ce qu'elles sont visibles ? Oui et non. Alors non, c'est toute la question. Alors c'est le travail évidemment de l'historien, c'est les subaltern studies. Voilà comment parler des gens dont on ne parle pas. Alors il y a le silence de l'histoire sur les femmes en général, mais après les catégories sociales, on parle très peu des domestiques. Et donc en fait,
Comme je dis, si vous tapez domestique, vous n'allez rien trouver. Donc en fait, j'ai plein d'entrées pour essayer de les rendre visibles, mais on peut faire un travail, alors qu'il y aura sûrement ses limites, en tout cas pour la généalogie, parce qu'à un moment peut-être que je ne vais pas retrouver, mais on peut les retrouver. Donc pour la province du Québec, essentiellement, elles étaient à Montréal, Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, Belleuil, Trois-Rivières. Je vous ai dit, j'en ai trouvé que 2 pour le moment à Ottawa. Elles ont été visibles, donc le plus gros. Alors le premier contingent est arrivé en octobre 1910, et le contingent en fait qui est visible, c'est celui d'avril 1911. C'est celui sur lequel Agnès Calix a travaillé, mais elle n'a pas vu ceux qui viennent après. Il y en a encore après. Et en fait, il y a tout un travail que je suis en train de faire pour les retrouver. J'ai dépouillé la presse. Et c'est dans la presse qu'on parle d'elles finalement, parce qu'elles suscitent un émoi à la gare de Windsor quand elles arrivent. On a une photo où elles sont habillées, en plus elles sont habillées en tenue traditionnelle. Je vais revenir sur le sailing d'avant. Donc ça, ce sont les photos d'Ellis Island. Donc c'est la photo qui est sur le poster. Donc c'est quand elles arrivent à New York, elles sont habillées en tenue traditionnelle, donc c'est la tenue qu'on met aux Antilles pour les grands événements, pour aller à l'église le dimanche, et donc en fait elles ont leur meilleur habit pour, souvent d'ailleurs dans les récits des migrants on voit ça, donc elles sont très bien, on dirait en français endimanchées, mais elles ne sont pas endimanchées en fait, c'est leur meilleure tenue pour arriver. Donc vous avez donc 3 ou 4 photos d'Augustus Sherman, dont celle-ci. On ne sait pas dans quelles conditions en fait les photos ont été prises. Il y avait une exposition. Il était agent en fait, mais c'est grâce à lui qu'on a plusieurs photos de ce qui est arrivé. Mais vous voyez par exemple le portrait ici, elle pose. Donc on ne sait pas pourquoi il choisit celle-là plutôt qu'une autre. Ça, on n'a pas d'indication dans tout ce que j'ai lu sur Augustus Sherman. Mais ce sont les rares traces que l'on a d'elle. Et il y a donc, avant de revenir sur le Saline, un autre volet, comment je retrouve aussi les traces d'elles, c'est à travers les sociétés de généalogie. Et donc je suis en contact avec la société qui est à Belleuil. Et moi je me suis dit, elles ont peut-être pas d'archives parce que c'est les subalternes se disent, mais les gens qui les ont employées ont peut-être en fait des photos. Et ça a été une découverte. On a une photo, donc c'est le docteur Choquette à Saint-Hilaire qui est un notable. Et en fait, j'avais écrit comme ça un peu par hasard. Et dans un fond, on a retrouvé donc une photo d'une domestique et il y a une photo de son fils avec la domestique. Donc c'est une piste à explorer, les archives privées, les archives en fait des employeurs qui pourraient avoir une de photos avec les domestiques. Donc l'autre source pour parler d'elle, c'est la presse. Et particulièrement au mois d'avril, il y a plusieurs articles où... Alors c'est intéressant parce que le premier convoi arrive en octobre 1910 et il n'y a pratiquement aucune trace. Il ne pose pas, entre guillemets, de problème. Par contre, alors est-ce que c'est... Alors il y a le chiffre, même si elles sont pas... c'est pas 300 personnes, mais il y a une cinquantaine de domestiques qui arrivent au même moment au mois d'avril. Donc elles sont visibles. Et c'est surtout, en fait, un moment où on discute donc, dans la société canadienne de la question en fait, de l'immigration noire. Et il y a des débats parlementaires, donc elles vont être regroupées dans l'immigration des Noirs en général. William D. Scott, donc, qui est quelqu'un d'important, à ma grande surprise aussi, je pensais trouver une étude majeure sur lui, parce qu'il a été donc, le directeur du département de l'immigration pendant plus de 20 ans. Et c'est lui qui véritablement a une influence sur la politique. Pourquoi ? Il va y avoir une enquête, donc il y a tout un débat sur l'immigration des Noirs, en fait des Afro-Américains, qui viennent dans les prairies, qui quittent notamment les États du Sud par rapport à la ségrégation et qui veulent aller en fait au Canada. Et lui, il dit en fait que les Afro-Américains ne peuvent pas s'adapter au Canada, notamment en raison du climat, qu'ils sont feignants, donc c'est la représentation que l'on a, un peu les stéréotypes sur les Noirs. Et il y a la question de ces domestiques. Donc elles ne sont pas américaines, elles ne sont pas canadiennes, elles sont françaises. Au fond, elles ne gênent pas trop. D'ailleurs, en fait, le convoi d'octobre, il passe sans problème. Mais à partir d'avril, au moment où c'est le pic dans les débats parlementaires sur la question afro-américaine, la question, elle est celle-ci. Si on les laisse passer, ça veut dire qu'officiellement, on encourage une immigration noire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est intéressant, donc il demande à faire une enquête. Il dit, voilà, vous allez demander à chaque employeur qu'est-ce qu'il pense de cette domestique.
Donc il a envoyé, alors je ne sais pas s'il y a d'autres fonds, là je ne suis pas encore à Ottawa, mais le premier fonds que j'ai trouvé, il y a 96 employeurs qui reçoivent une lettre donc, de William D. Scott où il dit voilà, vous avez embauché tel domestique, comment ça se passe? Et les employeurs répondent. Et globalement, qu'est-ce qu'ils disent? Que ça se passe très bien. Donc lui, il ne tient pas compte de l'enquête, il écrit à Wilfrid Laurier et il dit non, ces noires, elles sont feignantes. Certaines, donc il les accuse d'avoir des mœurs légères, elles se prostituent dans les rues de Montréal. Donc il va totalement à l'encontre de ces Canadiens français qui veulent continuer à avoir des domestiques. Il dit qu'il faut arrêter le courant d'immigration. Mais on ne peut le comprendre que si on le met dans le débat plus large des Noirs américains. En fait, la question, ou peut-être presque le dilemme qu'il a, c'est si je les laisse entrer, je dis que je suis favorable à l'immigration des Noirs et je ne pourrais pas contester l'immigration des Afro-Américains qui viennent au même moment, mais dans les prairies, dans l'Ouest canadien. Donc officiellement, il demande, il demande à ce que ces domestiques, il dit officiellement que le département n'encourage pas l'immigration des Noirs et à arrêter l'immigration de ces domestiques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit en fait aux Canadiens français, donc c'est là où Agnès Calix n'a pas vu la suite, donc il y avait un convoi qui était prévu en fait au mois de juin. Il dit en fait à Authier qu'il ne va pas, contrairement à ce qui a été fait avant, les laisser rentrer. Elles doivent remplir les conditions de la législation en vigueur, donc avoir 25 $, avoir un billet qui vient directement. Donc il a dit, là, il n'y a pas de préférence entre guillemets pour elles. Et donc, on a toute une correspondance d'Authier qui demande il dit oui, mais on a déjà trouvé des employeurs, parce qu'en fait, il avait trouvé déjà des employeurs. Donc on a une série de gens qui attendent une domestique, et finalement qui n'en auront pas parce que là, la législation sera vraiment appliquée. Donc il y en a à peu près encore une vingtaine qui arrivent au mois de juin, après encore une dizaine, et puis le flux se tarit. Mais ça va véritablement à l'encontre, visiblement, de ce que les Canadiens français, enfin en tout cas cette petite bourgeoisie, ça ne les dérange pas, d'avoir une noire, de payer, et c'est le département de l'immigration qui stoppe en fait l'immigration. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça que j'étais un petit peu surprise de ne pas avoir d'ouvrage majeur, c'est qu'il semble que c'est William D. Scott qui prend la décision tout seul. Il informe Wilfrid Laurier qu'il y a un courant d'immigration, mais ce sont des femmes qui ont des mœurs légères, donc il faut arrêter. Et dans la réalité, c'est pas vrai, parce qu'il y a une enquête de police qui est faite ici à Montréal et qui montre en fait qu'aucune d'entre elles, alors ils appellent ça des red lights, sont dans des quartiers, dans des maisons closes, qu'au contraire, il n'y a pas non plus de question de vagabondage, que les employeurs sont plutôt contents, donc c'est totalement l'opposé de la réalité. Alors il y a quand même 1 ou 2 employeurs qui disent qu'elles sont feignantes, mais globalement, sur les 96 employeurs, 90 sont contents de leur domestique. Et William D. Scott, il dit, lui, que ça ne se passe pas bien. Et donc le flux se tarit alors qu'il y a une demande. Et c'est intéressant parce qu'il y a une scène au mois de juin à la gare de Windsor, les employeurs arrivent, ils attendent leur domestique et il n'y en a que 5 ou 6 qui sont là. Donc il dit, et là, ça pose une question juridique, il y aura un autre volet à cette affaire, et ils disent, ben voilà, mais nous on a payé. On a avancé l'argent pour ces domestiques, où sont-elles? Donc on veut avoir nos domestiques. Et donc il y a un volet judiciaire qui va arriver en fait par la suite. Alors ces domestiques, justement, elles vont être, alors en français c'est pas un terme qu'on utiliserait, mais c'est ce que j'ai vu elles vont être déportées, une grande partie d'entre elles. Alors c'est difficile de les retrouver. Alors il y en a qui vont rester parce que dans le recensement de 1921, j'en retrouve, et notamment 2 qui se sont mariés avec des anglophones, des porteurs anglophones. Donc vous m'avez dit que c'est un métier réservé aux Noirs. Donc ce que j'essaie de voir là, c'est un peu les sociabilités, comment les connexions avec la communauté anglophone. Elles étaient alors. Il y a un volet judiciaire auquel je suis en train de m'intéresser parce que c'est la question de l'argent. Elles doivent rembourser en fait leur passage. Donc elles ont un contrat de 2 ans, mais beaucoup en fait ne reçoivent pas de salaire parce que l'employeur garde la partie pour se rembourser. Donc il y en a certaines en fait qui vont au poste de police ou qui vont à l'Union française pour dire voilà, et c'est là où je dis que l'aspect citoyenneté française est important. Elles mesurent quand même ce qu'est être français et les ressources qu'elles peuvent utiliser, et elles disent voilà, on ne respecte pas le contrat.
Nous, on devait être payés. Évidemment, on doit 2 ans, mais on doit être payés. Et beaucoup ne sont pas payés. Et il y en a notamment une que j'ai retrouvée dans un rapport de police. Apparemment, il y a eu une altercation avec son employeur, une femme qui l'a jetée à la rue. Elle se retrouve le soir à Montréal. Elle va se réfugier au poste de police. Et toutes ses affaires sont gardées par l'employeur qui refuse de rendre sa malle si elle ne vient pas rembourser, si elle ne travaille pas pour rembourser son passage. Autre élément que j'ai trouvé, quand un employeur n'est pas satisfait, il ne la renvoie pas forcément, il la donne à une autre famille. Donc j'ai des domestiques qui font plusieurs familles, qui ne restent pas dans la même famille pendant les 2 ans, ou pendant, alors elles ne sont pas toutes restées 2 ans finalement, mais pendant les 1 an, mais qui en 1 mois font 3 employeurs. Et c'est le premier employeur que l'on rembourse. Donc les autres ne donnent pas d'argent à un domestique, ils donnent un montant, $1, $3, au premier employeur qui avait avancé le passage. Donc finalement, elles sont un peu dans... C'est là où il faut poser la question des subalternes se disent, elles ne gagnent rien, elles sont vraiment au bas de l'échelle. On comprend mieux aussi pourquoi elles sont recherchées, parce que c'est une main-d'œuvre flexible, on ne les paye pas. Elles sont là, on peut les utiliser comme on veut, les déplacer comme on veut, parce que finalement, elles... Alors je me suis posé la question des papiers, est-ce qu'on leur avait pris les papiers pour qu'elles ne puissent pas bouger? Donc ça, je n'ai pas encore de réponse. Mais voilà, en tout cas, elles sont assignées à une tâche, et elles ne peuvent pas bouger, elles n'ont pas la possibilité d'être mobiles comme ça. Il y en a une qui dit, mais pour rembourser, je pourrais très bien employer dans un hôtel ou dans un magasin, et je pourrais rembourser. Et en fait, non, elles sont assignées à être domestiques. Donc ça, c'est un élément que j'ai trouvé aussi intéressant. Et donc elles sont déportées. Alors il y a une loi qui va arriver, mais qui ne va pas être appliquée, qui voulait interdire l'immigration des Noirs en fait en 1911, mais finalement qui ne sera pas appliquée. Mais dans les arguments de William D. Scott, c'est qu'elles ne peuvent pas s'habituer au climat. Alors, moi qui suis là depuis une semaine, j'avoue que le froid, donc j'imagine bien en 1910 venir de la Guadeloupe. Mais c'est pas le. Moi j'ai retrouvé donc parmi ce qu'on m'avait donné une photo où quand elles arrivent à la gare de Windsor, les employeurs arrivent avec des manteaux pour leur apporter au mois d'avril. Donc c'est évidemment pas un argument, mais c'est vraiment regroupé avec la question qui entre au Canada, à qui on permet d'entrer au Canada. Alors pour conclure, pour ce qui me reste, donc évidemment c'est un travail encore que j'ai pas fini, mais il y a celles qui restent. La question, c'est de savoir ce qu'elles sont devenues. Et j'ai dit celles qui restent, mais en fait, j'ai retrouvé 2 hommes, dont un qui est mort à Montréal, qui s'appelle Paul Sucabé. Il est mort en 1918, ici. Il est enterré ici. Ça, j'ai trouvé ça par rapport à une société de généalogie. Donc, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Là, cette semaine, aux archives, j'en ai retrouvé 2, donc qui sont là présentes en 1912. Et donc, elles sont arrivées avec le convoi d'avril 1911. Et au mois de juin 1912, elles ont été embauchées dans un hôtel à Montréal. Donc toutes ne sont pas déportées, toutes ne veulent pas partir. Celles qui ne sont pas déportées, il y en a qui demandent assistance donc, à l'Union française pour essayer de trouver un travail. Et l'Union française en a placé 2 dans des familles canadiennes-françaises toujours, mais au même titre que des Françaises qui seraient venues. Donc c'est aussi une piste à explorer, le rôle des associations de charité ou de femmes, voilà. Il faudrait aussi que je voie peut-être aussi un peu plus le milieu catholique dont je n'avais pas perçu aussi cette influence-là. Donc c'est de les rendre visibles et de ne pas rester aussi sur l'idée qu'elles étaient amorales, parce que c'est ce qu'a voulu dire William D. Scott. Et pourquoi, donc je termine, oui je crois que c'était mon dernier, voilà. Je termine sur ça. Donc j'en ai retrouvé... j'ai une base de données actuellement de 210 noms. Donc Alex Alice a dit une centaine, il y en a beaucoup plus. Il y en a peut-être même plus parce qu'il y a celles qui sont arrivées à Ellis Island mais qui n'ont pas pu arriver au Canada, pour X raisons qu'on n'a pas, mais qui étaient parties comme domestiques. Donc évidemment, 200, ça paraît pas beaucoup. Mais c'est beaucoup, pourquoi ? Parce qu'en fait, la conséquence de leur passage, c'est que William D. Scott, qui va rester... jusqu'au moment où on va créer véritablement un ministère véritablement de l'immigration. Il est là dans les premières années. En fait, c'est une promotion. Il va être le ministre de l'immigration en 1918. Donc, jusqu'après la guerre, il est encore là. Il utilise cet argument. Donc, il y a des
des recruteurs qui veulent faire venir des Jamaïcaines pour être domestiques, et il dit non. Il dit non parce qu'on a eu une expérience lamentable avec les domestiques guadeloupéennes. Et c'est une rhétorique qui va rester jusqu'au Domestic Shelf de 1955. Alors c'est peut-être quelque chose que je approfondirai aussi, mais les quelques archives que j'avais vues sur 1955, on parle en fait de ces domestiques de 1911 en expliquant que ça s'est mal passé parce qu'elles étaient amorales, elles étaient fainéantes, qu'on ne voulait pas des Noirs. Mais les premiers écrits, c'est vraiment William Lescott qui dit non. On ne veut pas d'autres personnes antillaises par rapport à ces Guadeloupéennes. Donc c'est pour ça que j'avais été surprise, comme je reviens au début, de dire que je n'avais pas trouvé de travaux majeurs, parce qu'en fait, en 1955, on parle, au moment où on crée le Domestic Shelf, on parle en fait de ces domestiques. Voilà, je vous remercie. Je te dans les temps. Cet aperçu, et nous avons du temps pour des questions, des discussions, des approfondissements. Nous n'avons eu qu'une partie de la recherche. Oui. Il y a un article qui s'en vient dans la revue Histoire sociale, publié à Ottawa, qui va avoir un numéro sur l'immigration antillaise, et donc notre collègue a rédigé un article là-dessus plus détaillé. Alors, vous avez des questions, des interventions? Oui. Moi j'ai une question, j'aimerais savoir si cet épisode, effectivement, qui a eu lieu ici, mais qui est une première vague d'immigration pour les Antillais français, est-ce qu'il y a des traces et est-ce qu'il y aurait eu, à l'issue de ça, une défiance vis-à-vis des communautés guadeloupéennes ou martiniquaises pour venir ici? Est-ce qu'il y a une trace, qu'elle soit au niveau des Outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, ou éventuellement au niveau de la France, une trace de ce passage et de ces effets qui ont été perçus tout au moins de façon négative? Oui. Alors, à cette période-là, le gouvernement français dissuade les Français de venir au Canada, les Français de la métropole coloniale. Il leur conseille, s'ils veulent partir, d'aller plutôt dans les colonies, et particulièrement d'aller en Algérie. Donc, il ne pousse pas, en fait, les Français à venir, même s'il y en a, évidemment, mais il ne les pousse pas véritablement à venir ici. Et en ce qui concerne donc la Guadeloupe, oui, parce qu'en fait, il y a une série d'articles qui va paraître en Guadeloupe, particulièrement dans le Nouvelliste, où on dit en fait qu'au Canada, on ne veut pas de Noirs. Et en fait, ça devient une affaire en Guadeloupe. Et comme elles sont françaises, il faut les protéger. Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que l'État va se retrouver devant le fait accompli. On demande au consul français général à Montréal d'intervenir, de protéger comme des ressortissants, puisqu'elles sont françaises, et on demande au gouverneur d'interdire le départ de nouvelles personnes au Canada. Et il y a un épisode à Basse-Terre où il y a un recrutement, et ce sont des jeunes filles, on leur interdit de monter sur le bateau, on siffle, et en plus on s'aperçoit qu'elles sont mineures. Donc oui, ça a un impact aussi en Guadeloupe, mais ça intervient véritablement au moment où c'est la question des Noirs. Des Noirs au Canada, on dit voilà, les Canadiens sont racistes, il ne faut pas y aller, vous serez déportés. Et c'est repris dans la presse en fait guadeloupéenne avec un petit décalage évidemment dans le temps, mais ça oblige le gouverneur en fait à intervenir. Oui. Une des questions qui m'intéresse, surtout m'intéresse, c'est vraiment très très intéressant ce que vous avez présenté. Merci. Pour comprendre qui sont ces femmes qui partent, de quel est leur milieu d'origine ou le contexte, mais ensuite, qu'est-ce qui leur arrive après ce passage au Canada, celles qui rentrent, quel genre de sources avez-vous pour explorer ces questions, ou comptez-vous Examiner, oui. Alors, qui sont ces femmes? Alors, ça, c'est ce que j'ai commencé le volet en Guadeloupe, mais donc j'ai regardé d'où elles viennent, et il y a un événement important. Les premières qui viennent en 1910, elles viennent au mois d'octobre. Au début de l'année 1910, il y a eu une grande grève en Guadeloupe, une grève agricole avec des affrontements, avec des morts.
Et deux d'entre elles font partie en fait d'un groupe qu'on avait emprisonné. Donc il y a celles qui vont, c'est presque des prisonniers politiques. Donc en fait, il y a celles qui partent véritablement parce que par exemple, il y en a qui viennent donc la Guadeloupe est un archipel et vous avez des petites îles. Il y a par exemple Marie-Galante. À Marie-Galante, il n'y a pas de travail. Il fallait déjà venir sur ce qu'on appelle le papillon à Pointe-à-Pitre pour avoir du travail. Donc ça, c'est ce que j'ai regardé. Ce qui m'a intéressé, ce que j'ai commencé à faire, donc j'essaye de faire des parcours biographiques. Alors, j'utilise en fait beaucoup l'état civil parce que c'est difficile de trouver des choses comme ça. Et j'ai retrouvé certaines d'entre elles donc elles sont nées après l'abolition de l'esclavage, mais par exemple leur père ou leur mère était esclave. Et ça, on le voit on a des registres en fait au moment de l'abolition où on crée un état civil en fait. Et donc certaines, leur père ou leur mère était esclave. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'en ai retrouvé 2 qui étaient domestiques déjà à Basse-Terre dans les milieux, la haute administration française. Donc j'essaie c'est ce que je vais essayer, avec les limites évidemment de ce que ça peut poser. Donc je croise comme source, pour les retrouver, voir un peu qui elles sont, où elles sont nées, l'état civil, les archives hospitalières, les archives judiciaires, parce que 1910, donc il y avait eu ce grand mouvement. Pour venir ici, les listes des passagers, qui donnent des indications aussi sur leur année de naissance, qui me permet de retourner dans l'état civil et de vérifier que ce soit les bonnes personnes. Le retour est plus difficile, parce que pour le moment, même dans la presse, on ne parle pas des rapatriements. On en parle plutôt ici. Ça, j'ai trouvé ça dans la presse ici, les rapatriements. Mais en Guadeloupe, quand elles reviennent, pour le moment, on ne parle pas d'elles. Donc qu'est-ce qu'elles deviennent ? Ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Je ne suis même pas sûre de pouvoir avoir ce bout-là, mais elles reviennent. Mais j'aurais, je pense, plus d'indications. C'est la question que je posais tout à l'heure, et il m'a dit, le professeur Nianton m'a dit, comment celles qui sont déportées, elles sont déportées comment ? Quel est le voyage retour ? Je connais le voyage aller, mais qui paye les frais de déportation ? Parce que quand on vient au Canada, dans les documents que j'ai trouvés, on demande aux armateurs de bien vérifier que les personnes puissent entrer, enfin en tout cas à Ellis Island, pas au Canada, parce que sinon les frais de retour sont à la charge de la compagnie. Or là, elles sont déjà là, elles sont déportées par le département de l'immigration, mais je ne sais pas qui. C'est une question. Alors peut-être je vais aller à Ottawa, peut-être que j'aurai des réponses, mais quel est le chemin ? Est-ce qu'elles repassent par New York ? Est-ce qu'on les fait partir d'un port au Canada ? Et là, peut-être que j'aurai d'autres indications sur le moment d'arrivée à la Guadeloupe. Donc ça, c'est encore une inconnue. Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, même pour les autres immigrants, je me demandais, mais quand ils sont déportés, une fois qu'on a la feuille, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils sont à Montréal, ils doivent aller à Ottawa ? Je ne sais pas. Enfin, comment ça se passe ? Même si la recherche est encore en cours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le groupe des employeurs? Alors, ces employeurs, ce sont des Canadiens français, la petite bourgeoisie, qui, dans mon hypothèse, n'a pas les ambitions de justement la grande bourgeoisie. La grande bourgeoisie peut avoir plusieurs domestiques. On peut avoir quelqu'un qui s'occupe des enfants, quelqu'un qui s'occupe du repassage, un cocher, un concierge. Eux, en fait, ils n'ont qu'une domestique. C'est ça, ils n'ont pas les moyens financiers d'avoir plusieurs domestiques. Certains ont des liens de parenté. Par exemple, Léopold Gérard, c'est le beau-frère de Jacques Bureau. Donc, quand Jacques Bureau dit qu'il veut domestique, il dit voilà. Alors, il n'est pas là, justement, il doit partir à Ottawa. Il dit vous enverrez le courrier à Trois-Rivières, chez Léopold Gérard. Et quand j'ai fait tout un travail généalogique, je me suis aperçu qu'ils ont des liens de parenté. Certains travaillent ensemble, notamment dans une manufacture à Saint-Hilaire. Ils viennent aussi du même... à Saint-Hyacinthe, il y a un séminaire, et j'ai retrouvé plusieurs avocats qui ont été ensemble, qui ont fait leurs études ensemble à Saint-Hyacinthe. Donc je suppose qu'ils ont une amitié qui se prolonge après. Alors, je m'intéresse aux employeurs, mais je me pose la question des femmes, parce qu'en fait, c'est plutôt les femmes après qui s'occupent de l'affaire domestique. Et je me dis, alors évidemment, je pose des questions, peut-être que j'aurai pas les réponses, qu'il faudrait peut-être que j'exploite justement les associations de charité, ou que je vois à travers les églises catholiques, si possible, s'il y a des archives, voilà, parce que évidemment, c'est peut-être le monsieur qui paye, mais qui s'occupe de l'affaire domestique, c'est plutôt les femmes. Donc voilà.
Mais à partir de l'examen des réponses au questionnaire là, de M. Scott, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que ces employeurs font ressortir? Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, alors le questionnaire est envoyé à la fois en français et en anglais. Donc, le département veut s'assurer qu'on a bien compris l'objet de la demande. Donc, il y a ceux qui répondent en anglais, il y a ceux qui répondent en français. Ce qui m'a semblé intéressant, ils n'ont pas l'air surpris de la demande du département. Donc, ils répondent à la question, mais sans poser la question pourquoi vous me demandez. D'abord, comment vous savez que j'ai une domestique? Parce que ce qu'ils n'ont pas perçu, c'est qu'il y avait justement la liste, le département de l'immigration est au courant de qui embauche quelqu'un. Et il n'y a aucune lettre de ce que j'ai vu qui se dit bah, tiens, pourquoi vous me demandez si j'ai une domestique? Donc ils renseignent sur la domestique, voilà, j'ai telle domestique depuis tant, voilà ce qu'elle fait. J'en suis contente, j'en suis pas contente. Et beaucoup disent oui, ce serait un courant à développer parce qu'on ne trouve pas de domestiques au Canada. Soit on en trouve qui sont trop chers, soit ce sont des femmes qui ne veulent pas rester longtemps, qui vont s'embaucher en fait dans les industries. Donc on n'arrive pas à avoir une domestique qui reste longtemps dans la maison. Elles sont trop mobiles. Donc beaucoup disent qu'il faut, s'il y a une possibilité, il faut développer le courant vers ils disent les colonies françaises, mais plus largement les colonies en général. Certains utilisent le papier en tête de leur entreprise pour répondre, ou du notariat. J'ai trouvé, il s'appelle Morin, oui, c'est Victor Morin qui a été maire un moment à Montréal. Il a une domestique guadeloupéenne et il utilise le papier de la municipalité de Montréal pour répondre. Oui, c'est impressionnant ce que je trouve. Voilà, donc ils utilisent le papier en tête de leur entreprise. Mais en tout cas, alors... L'enquête, c'est 96 employeurs. Je ne sais pas si ça, je verrai à Ottawa. Mais ils ont tous répondu. Et, alors, on leur envoie même l'enveloppe timbrée pour la réponse. Donc, c'est vraiment intéressant pour l'enquête. Et à part 2 ou 3 qui se plaignent, qui disent bon, elle est feignante. Et il y en a même un, j'ai trouvé ça, le docteur Choquette. Il a eu une employée qui était enceinte. Et il lui a permis d'avoir son enfant à la maison. Donc il dit, elle se retrouvait là, mais elle est bonne travailleuse, elle s'occupe bien de mes enfants à moi. Donc elle a eu le temps d'accoucher. Après, l'enfant a été visiblement adopté, mais il l'a gardé jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Oui. Moi j'avais une question. Comment elles sont perçues, mais en Guadeloupe, en fait, je sais pas comment elles sont vues, ces femmes qui partent, qui quittent le pays, qui vont ailleurs, qui se... On n'a pas beaucoup de... On ne sait pas. Les premières, en tout cas, il y a des articles Nouvelle Liste sur les premières qui partent au mois d'octobre. C'est plutôt... Comme c'est une période où il y avait une grande crise, c'est l'idée de trouver du travail. Alors, ce n'est pas les premières femmes qui partent, parce qu'on a déjà une première immigration de femmes au canal de Panama. On a des hommes, mais on a aussi des femmes qui sont parties au moment de la construction américaine du canal de Panama début 20e, mais on a des femmes donc, qui partaient. Donc on n'a pas, ça c'est pour le moment c'est pas un aspect que j'ai vu. Je suis même pas sûre de trouver ça dans les archives parce que c'est pas, comme je dis, il y a la catégorie femmes et domestique, c'est pas celle dont on parle le plus. Oui. Vous parliez de quotas qui étaient fixés pour ces déportations, mais ça représentait combien d'individus à peu près, de femmes qui... De quotas? Non, les quotas c'est pour le domestic shem de 55. Ah, oui. Non, celles qui sont déportées, alors elles ne sont pas toutes déportées, probablement parce que, comme certaines ont bougé par rapport à l'employeur d'origine, peut-être que le département de l'immigration ne les a pas toutes retrouvées à ce moment-là sur Montréal. Est-ce que vous avez trouvé dans les archives des données sur la déportation? J'ai retrouvé les fiches d'Ottawa. Alors j'ai retrouvé, donc ils sont signés par William D. Scott, qui est encore le ministre. Donc c'est à la suite de cette enquête qu'il avait demandé, donc pour immoralité. Il en fait déporter plusieurs, mais elles sont pas, dans la réalité, elles ne sont pas déportées pour immoralité, mais c'est un moment où certaines n'ont plus de travail. Notamment 2-3 que j'ai trouvées, donc elles ont quitté leur employeur parce qu'il ne les payait pas. Elles se sont réfugiées à l'Union française. Et en fait, William D. Scott se sert de ça en disant « mais elles sont d'une charge publique, elles n'ont pas de travail ». Et donc, il demande à ce qu'elles soient déportées.
Et l'Union française, alors ça, j'essaie de voir quel rôle joue l'Union française, parce qu'à la fois, il en protège certaines, il leur trouve du travail, et en même temps, quand il y a la question de déportation, on ne dit pas, bon, elles ont trouvé refuge ici, on va s'occuper d'elles. J'ai trouvé plusieurs arrêtés de déportation. Mais je ne sais pas comment... Donc elles sont à Montréal, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'elles montent à Ottawa ou... Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si on les emmène, si on vérifie qu'elles partent bien du port, ça je ne sais pas. J'ai pas trouvé, mais j'ai pas encore fait de lecture, est-ce qu'il y a eu des travaux qui parlent justement des conditions de déportation des autres nationalités, voilà, comment ça se passe? Oui, ouais. Dans certains domestiques chefs qui sont mis en place entre, par exemple, des États qui, par exemple, mettent en place un système de visa qui permet une mobilité de la main-d'œuvre entre le pays d'arrivée et le pays de départ, il y a dans ces chaînes des conditions de travail qui sont enchâssées, souvent moins que pour les femmes blanches du pays d'arrivée qui pratiquent le même métier, mais qui sont quand même enchâssées, qui sont généralement, qui demandent d'être respectées. Je me demandais si, dans ce cas-là, qui n'est pas vraiment une domestic chaîne, mais qui est un réseau très, très, très privé de mouvement de main-d'œuvre, je me demandais s'il y avait quand même des propos qui avaient été discutés par rapport à leurs conditions de travail, ou si, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux conditions de travail de ces Guadeloupéennes par rapport comparativement aux domestiques blanches? Discuté par qui? Par elles ou par les employeurs? Discuté par les employeurs ou par ceux qui ont mis en place visiblement, il n'y avait pas de salaire. Non, et en fait, certaines... il y en a deux qui disent que, en fait, elles ont signé un contrat une fois arrivées à Ellis Island, mais qu'elles n'ont pas vraiment compris, lu ce qu'elles avaient signé. C'est qu'au moment où elles comprennent qu'elles ne peuvent pas partir comme ça, qu'elles disent « mais on a signé rapidement un contrat, on ne savait pas tellement les conditions, en fait, les conditions d'embauche. En fait, c'est quand elles... Alors, il y a deux choses. C'est quand elles ont un problème qu'on pose la question du contrat, et il y a quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai mis dans l'article qui va paraître. Il y a une affaire qui va arriver à la fin de 1911, qu'on appelle l'affaire Marie-Dédé. C'est une servante, enfin une domestique, qui va partir de l'endroit où elle était, qui refuse de retourner et en fait qui veut casser son contrat de travail. Et ça va être porté devant la justice. Et le juge dit que le contrat qu'on a fait pour ces domestiques, ça contrevient en fait à la législation canadienne, ce qu'on appelle le contrat des aubains, où on ne peut pas prendre un contrat avec quelqu'un d'étranger en ne le signant pas au Canada. Et comme il a été dit qu'elles avaient signé le contrat en Guadeloupe, ça pose des questions. Et lui, il dit en fait que tous les contrats sont caducs. Donc ça, c'est un élément que je vais fouiller, mais donc j'ai vu à partir de cette affaire. Et c'est à partir donc, de la fin 1911, et ça correspond aussi au moment où on veut les déporter, que finalement certaines réussissent à partir, à quitter leurs employeurs, à essayer de s'embaucher autre part. Et visiblement, dans Marie-Dédé, donc là, je ne sais pas si j'ai trouvé des archives, mais elle a un avocat. Elle a un avocat montréalais. Mais visiblement, comme M. Autier organise tout ça, il est fort probable, on peut penser qu'il s'est assuré que chaque employeur éventuel paye la même chose, offre les mêmes conditions à tous les domestiques qui sont recrutés, parce que lui, pour les recruter en Guadeloupe, il doit leur dire quelles sont les conditions. Alors, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas de traces dans les archives, mais on peut raisonnablement penser que, vu que c'est une affaire organisée, que les conditions doivent être assez semblables d'une personne à l'autre, mais ça vaudrait... Oui, ça faudrait fouiller. J'ai pas trouvé de... Il n'y a qu'une personne qui dit une bribe de son contrat, mais j'ai pas vu de contrat type, en fait. Je sais pas d'ailleurs si je vais en trouver, mais donc à partir de cette affaire judiciaire, on a une bribe du contrat, ce qu'elle a signé. Donc on sait que c'est pour 2 ans.
Normalement, elles doivent recevoir un salaire, mais beaucoup, en fait, finalement, n'en reçoivent pas. Voilà. Et contrairement au contrat de Domestic Shem, donc des années 1955, elle pouvait s'établir au Canada et demander la citoyenneté après canadienne. Là, il n'est visiblement pas prévu qu'elle reste en fait au Canada. C'est un contrat pour 2 ans et après, visiblement, elle devrait retourner en Guadeloupe. Ce qui serait utile que vous sachiez, c'est que ça existe encore de nos jours dans le programme d'immigration des employés agricoles, par exemple, des ouvriers agricoles qui viennent faire les récoltes à chaque année, les gens du Guatemala, du Mexique, etc. Ils doivent rester avec leur employeur. Ils n'ont pas de liberté, une fois arrivés, de se promener, de changer d'employeur. Il y a des règles très rigides et tous ces systèmes d'embauche de main-d'œuvre temporaire qu'on ne voudrait pas voir rester ici, qu'on veut voir retourner dans leur pays à la fin du contrat. Évidemment, dans ce cas-là, il n'y avait pas de règlement fédéral pour encadrer ça, mais on voit que les mêmes idées, les mêmes principes sont toujours présents aujourd'hui dans la réglementation. Donc, il y a une continuité historique, manifeste. Il y a une question? Oui? Non? Merci pour la présentation. Sinon, vous avez mentionné brièvement que c'est au retour au Canada de Gauthier, avec sa domestique, la création d'une certaine demande de guadeloupéenne. Puis, ayant lu vos travaux sur l'expérience de l'œuvre des serviteurs coloniaux, où le discours sur la crise de la domesticité est vraiment créé dans une... par Camille Balofi qui se proclame du féminisme et du féminisme blanc bourgeois, puis qui justement prône la venue de ces femmes-là en tant que bonne à tout faire pour que les femmes blanches puissent sortir de la sphère domestique, notamment dans la visée d'avoir le droit de vote et tout. Je me demandais s'il y a des traces d'un tel discours au Québec dans les annonces ou quoi que ce soit, où on racialise par exemple ce travail domestique-là, où on vante les avantages que ça peut amener pour dans les annonces que j'ai vues, alors là, on vient les chercher, donc elles n'ont pas à faire d'annonce, mais après, à partir de, pour le moment, octobre, novembre 1911, on voit écrit Black Servant. Donc c'est peut-être certaines d'entre elles, ou d'autres, il y a d'autres Antillaises aussi, quelques-unes notamment de la Jamaïque et Trinidad. Est-ce que c'est elles qui se présentent comme ça ou est-ce qu'on les veut comme ça? Pour le moment, je ne sais pas. Je n'ai pas encore assez travaillé là-dessus. Mais il y a le travail de Sarah Jeanne Mathieu sur les porteurs. Il y a un livre qui est sorti, Northern Color Line, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, excusez-moi, le titre, où elle montre en fait, il y a des porteurs noirs qui travaillent à Montréal et elle montre qu'en fait, il y a une différence entre ce que veut l'État fédéral et peut-être, alors ce serait intéressant peut-être à faire au niveau de la province. Apparemment, la province du Québec, ça ne gêne pas. Il y a des Noirs les quelques Noirs, il n'y en a pas beaucoup, trouvent à s'embaucher. Et ces porteurs, ils arrivent à avoir du travail tous les jours, ils vivent là. Il y en a qui vont s'installer dans le quartier La Petite Bourgogne. Et donc ça m'a fait penser à ces domestiques, en fait, les Français, les Canadiens français. Ça ne les dérange pas qu'elles soient noires. Donc c'est pour ça que la question à la fois, c'est un peu le mouvement, les questions sur l'intersection, à la fois c'est important et en même temps c'est pas toujours ce qui est à mettre en avant. Là, il me semble véritablement, et je l'avais un peu sous-estimé, que la question de la religion catholique est vraiment importante, vraiment importante. Ce qui peut être discuté, mais j'ai pas encore assez lu, ça je m'étais appuyée sur le travail du professeur Linteau, c'est que les Canadiens français s'entraident entre eux, ils mettent en place un peu une espèce de service. Donc ce serait comme un service à la personne qui mettent que pour des Canadiens français à travers ces domestiques. Donc ça me semble une piste quand même peut-être à regarder. Et puis la question des féministes. Alors ça, je ne l'ai pas encore travaillé, je l'ai fait pour la France, parce que justement Camille Balofi, elle ne voit pas de contradiction dans le fait d'employer des domestiques. L'idée, c'est que
les femmes françaises doivent pouvoir avoir un travail, donc il faut quelqu'un pour garder leur enfant. Mais l'idée qu'une femme soit domestique, l'assignation et le rapport de domination, c'est pas une discussion pour elle. Donc il faut que je regarde aussi quel est le discours des féministes canadiennes au début du XXe siècle. Voilà, comment elle part de la condition. Camille Belluffi, elle est à la fois, justement, elle milite pour le suffrage des femmes, mais c'est la bourgeoisie, voilà, le regard d'une femme bourgeoise sur des subalternes, voilà. Les études sur le mouvement féministe francophone au Québec montrent bien qu'il y a un volet de préoccupation pour la crise domestique et la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, oui, voilà. l'organisation féministe francophone, va même mettre sur pied des cours pour former des domestiques, pour améliorer leurs connaissances. Donc, on a affaire à des bourgeoises ici qui sont derrière cette association-là et leur préoccupation se reflète dans les choix de l'organisation. Oui, il y a une personne qui a fait un travail justement sur cette fédération et qui montrait mais c'est un peu intéressant par rapport à cette période-là, qu'il y avait la question démographique qui était importante. Et c'est aussi ce que vous dites dans vos travaux, la question de la minorité française par rapport à la majorité anglophone. Et dans son travail, elle dit en fait que il faut qu'il y ait des grandes familles canadiennes-françaises, donc faire des enfants, mais il faut avoir quelqu'un justement qui s'occupe de ces enfants pour renforcer les Canadiens français en fait au Québec. Et du coup, je me posais justement par rapport à ces Guadeloupéennes, mais j'ai pas encore travaillé sur le volet féministe. Voilà, est-ce qu'elles représenteraient la possibilité pour cette petite bourgeoisie, ces femmes, d'avoir plusieurs 5, 6, 8 enfants, mais et comme leurs maris sont dans les professions libérales, d'asseoir ces familles à Montréal ou dans les petites villes, Saint-Hilaire, parce que les petites villes, Saint-Hilaire, Belleuil, etc., c'est vraiment la bourgeoisie, c'est les notables, en fait, qui ont, comme le docteur Choquette, qui ont, en fait, ces domestiques. J'ai une question juridique. En ce qui concerne l'entrée au Canada, la condition était exceptionnelle, parce que la règle était il faut arriver directement et il faut avoir cette d'argent, mais malgré ces femmes ne remplissent pas cette condition et peuvent rentrer parce qu'elles ont été accompagnées par monsieur, mais aussi il y avait une liste qui montre que ces femmes-là sont employées par certaines personnes. Mais à cette époque, ces papiers-là, la liste et aussi explications sur lesquelles ils n'ont pas besoin d'avoir cette façon d'argent parce qu'ils seraient employés et tout. Mais c'était suffisant, juridiquement, c'est-à-dire à l'époque, ce n'était pas nécessaire d'avoir l'autorisation du gouvernement canadien ou autre pour passer la frontière Si, en fait, il leur faut... il y a toute une correspondance d'Ottawa avec New York, parce qu'elle passe par New York. Donc, en fait, on demande aux agents qui sont à New York de les laisser passer. Il y a des agents canadiens, des agents de l'immigration canadienne qui sont à New York, parce qu'il y a aussi des Canadiens qui vont aux États-Unis. Donc, il y a pratiquement chaque pays, en tout cas les plus grands pays, ont un agent posté à Ellis Island. Il y a un agent français à Ellis Island, il y a un agent britannique, il y a un agent allemand pour l'arrivée en fait des ressortissants. Et donc, on demande à New York de les laisser passer parce qu'en fait, ça interfère avec la législation américaine. À Ellis Island, il faut $50 déjà. Donc, elles ne peuvent pas déjà, normalement, elles ne pourraient même pas rentrer à Ellis Island. Donc, il y a toute une... c'est là où ils usent de leur influence politique, notamment Jacques Bureau, il use de son influence politique pour demander à des hauts fonctionnaires. Et on a la correspondance de gens qui travaillent aussi dans le réseau ferroviaire, pour les laisser passer. On dit, voilà, il faut laisser passer ce convoi qui va arriver telle date au Canada. Et là, on voit quand même qu'il y a des limites. C'est celles qui restent bloquées à Ellis Island. Parce qu'elles sont malades. Oui, parce qu'elles sont malades. Notamment les yeux. Ça, j'avais déjà lu pour d'autres immigrés. Dès qu'il y avait un problème aux yeux, en fait, vous ne rentriez pas aux États-Unis. Vous étiez pas...
avec le coronavirus, on vous mettait à l'écart. Voilà, je cherchais le mot, on vous mettait à l'écart. Donc il y en a plusieurs soit qui partent pas tout de suite au Canada, soit qu'on renvoie en fait en Guadeloupe. Donc c'est un système de passe-droit qu'on établit là, que ces représentants de la petite bourgeoisie francophone, grâce à leurs contacts politiques, sont en mesure pendant un certain temps d'obtenir des passe-droits pour que ces femmes puissent arriver jusqu'au Canada. Voilà. La question que je me suis posée, c'est si William Scott était au courant. Parce que lui, il est... et dans ce que... Alors, c'est aussi le travail que je vais faire à Ottawa. Il a... celui qui est en dessous hiérarchiquement, c'est plutôt lui qui signe les courriers. William D. Scott les signe à la fin toujours pour un tel. Donc, il semblerait que le premier convoi, il ne soit pas vraiment au courant. Le convoi d'octobre, il ne soit pas au courant. Et c'est vraiment quand le gros convoi du mois d'avril arrive, au moment où dans les débats parlementaires, on parle de la question noire, qu'il rentre dans ce dossier. Mais il semble vraiment que ce soit l'autre fonctionnaire qui parle directement. Il dit pour le département de l'immigration, mais je ne crois pas, enfin, je n'ai pas la preuve, mais je ne crois pas qu'il en ait référé à William Scott. Vu ce que William Scott dit quelques mois après, je ne crois pas qu'il en ait référé. Et en fait, il y a des courriers. Auguste Lémieux, donc qui est une famille de notables canadiens-français, à un moment, il envoie une lettre de remerciement à ce fonctionnaire en le remerciant personnellement. Voilà, mon frère avait demandé une domestique, je te remercie d'avoir laissé... il ne dit pas laisser passer, mais... Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûre que William Scott soit au courant dès le départ de cette affaire. J'avais une question parce que vous parliez tout à l'heure du contrat de travail qui était fixé, qui était pour 2 ans, ce que vous avez dit. Donc ça veut dire que l'employeur avait payé le billet aller, mais il avait payé le billet retour aussi. On n'a pas de trace du billet retour, mais elles doivent rembourser le passage de l'aller et le retour. Il n'y a pas de trace. On a juste pour pouvoir rentrer, il fallait payer pour pouvoir rentrer. Après, elles doivent rembourser. Donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'était un contrat pour 2 ans provisoire et automatiquement elles devaient repartir, ou est-ce qu'ils pensaient qu'elles allaient s'établir? Ça, pour le moment, je ne sais pas. Ok, mais c'était pour savoir si justement c'était envisagé qu'elles restent, ou de toute façon c'était C'est possible. dès le début qu'elles Ça, je ne sais pas. De s'établir, ça je ne sais pas. Celle de 1921, que j'ai retrouvée, alors celle qui est mariée à Ottawa, on marque qu'elle est née en Guadeloupe, mais en fait, elle est déjà citoyenne canadienne, en fait. Son mari, il est déjà. Elle a un fils ils ont un fils qui est né ici. Donc voilà, après, ça sera peut-être la limite aussi de trouver celle... parce qu'il y a sur la question aussi du nom des femmes, parce qu'en fait, elle s'est mariée, donc elle change de nom. Donc je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller non plus pour la suite. Mais ce qui est important, je crois vraiment à dire, c'est que l'État fédéral n'organise pas. Il est au courant, enfin, supposé qu'on puisse personnifier l'État, ils sont au courant et dans un premier temps, ils tolèrent, et ensuite, dans un deuxième temps, ils n'acceptent pas cette immigration. Mais ce n'est pas eux qui organisent comme le domestic shame de 55. En fait, j'ai suggéré aujourd'hui à notre collègue d'explorer dans les débats parlementaires un double enjeu politique qui se pose autour de 1910. Il y a d'une part la revendication des députés nationalistes qui se plaignent que l'immigration française et francophone ne soit pas assez importante au Canada. Et donc, selon cette logique-là, ça pourrait expliquer qu'on ait accepté un certain passe-droit pour des notables canadiens-français. Puis de l'autre côté, un autre gros sujet qui est débattu au Parlement, c'est l'entrée ou l'empêchement d'entrée des groupes considérés comme indésirables, comme les Asiatiques et les Noirs. Et c'est très débattu au Parlement. Alors, on a comme deux logiques qui s'affrontent. Une logique qui voudrait qu'on en prenne plus des bonnes francophones venant des Antilles, puis une logique qui dit on ne veut pas de Noirs, on ne veut pas d'Asiatiques, on veut
limiter l'immigration aux Européens, aux gens de souche européenne. Et cette politique raciste du Canada, elle va exister, vous le savez, jusqu'en 1967, où on va considérer qu'il y a des bons immigrants et des mauvais immigrants. C'est seulement en 1967 qu'on lève les derniers obstacles racistes à la politique d'immigration. Donc, on voit à travers ce cas-là, il me semble, mais elle va fouiller un peu plus les débats parlementaires pour ça, là, mais manifestement un affrontement entre deux logiques, une logique d'ouverture, de concession aux francophones et une logique de fermeture aux non-européens, et en particulier aux Asiatiques et aux Nord. C'est cette deuxième logique-là qui va l'emporter sur le long terme. Ben, merci beaucoup. Merci moi.